Un apéritif avec un sourire pour démarrer l'émission. Regardez, c'était il y a 25 ans exactement. On disait en 1996. Regardez cette couverture du magazine américain Business Week qui était la Bible à l'époque de l'univers du business, qui est un petit peu tombé de son piédestal peut-être depuis, racheté par Bloomberg. Mais à l'époque, il y a 25 ans, c'était vraiment la référence. La une Business Week, donc il y a 25 ans exactement, jour pour jour. Une cover story Apple, The Fall of an American Icon. Voilà, 25 ans plus tard, c'est la plus grosse boîte du monde. C'est une entreprise qui a explosé tous les records, qui vaut entre 2200 et 2300 milliards de dollars à la bourse, qui a affiché il y a 3 jours le plus gros bénéfice trimestriel jamais enregistré dans l'univers de l'industrie mondiale. 28 milliards de dollars de bénéfices sur 3 mois. Un chiffre d'affaires au même niveau. Alors quand on voit ça, alors c'est encore une fois c'est un clin d'œil, mais c'est intéressant ce type de clin d'œil. Vous voyez quoi, votre regard là-dessus? Est-ce que vous dites vous voyez d'abord la courte vue, le cas échéant du journal, les hauts et les bas de la vie normale et de la vie des entreprises, l'importance du manager et de sa vision, parce que ça c'est une période où effectivement le manager créateur était pas aux manettes, je sais pas, la nécessité de ne jamais se prononcer, jamais de prononcer le jugement définitif tant que le cadavre n'est pas complètement mort. Comment vous avez vu, alors vous êtes le plus jeune des deux, là, des trois d'ailleurs, Christopher, mais bon, vous connaissiez l'histoire évidemment. Voilà, quand on a ce rappel comme ça, frappant, on voit que c'est intéressant quand même. Ça vous montre effectivement qu'il faut prendre en compte le cycle de vie des entreprises qui se calque parfois aussi sur le cycle économique. Et là, ça montre bien que finalement, on peut avoir des bas, mais il y a des capacités de rebond. En l'occurrence, dans le cas de cette entreprise, il y avait bien sûr la figure du chef d'entreprise, entrepreneur, visionnaire, mais aussi tous les éléments en termes de communication qui sont venus quelques années plus tard, à partir des années 2000, avec le succès, vraiment l'essor global d'Internet. Donc ça vous montre surtout que une entreprise, tant qu'elle n'est pas en faillite, elle a toujours une capacité de réponse. Ça dépend des hommes, ça dépend aussi de la stratégie qui va être menée, mais ça, indéniablement, il ne faut pas tuer la peau de l'ours trop rapidement. Et surtout, sur ce cas-là, c'est vrai qu'on connaît plein de grandes sociétés qui ont connu aussi des bas, mais qui ont su se relever. Mais c'est souvent intrinsèquement lié au parcours de l'homme ou des hommes à la manette, et également aussi à la vision qui est stratégique en termes de développement de marché, d'innovation, qui est aussi liée à ça. Ça nous rappelle, Laurent, que ce n'est pas une boîte toute récente, Apple, parce qu'à l'époque, la boîte avait déjà 20 ans. C'était déjà une American Icon, comme dit Business Call, disait Business Week. Donc, il y a 25 ans, votre regard, vous, sur ce contraste entre cette une de l'époque, la chute d'Apple, et sa situation incroyable aujourd'hui. Encore une fois, incroyable au point que jamais une entreprise a été aussi puissante, probablement, dans l'histoire du capitalisme. D'abord, ça me rappelle que quand j'avais 14 ans, j'étais au club informatique du lycée. On avait un ordinateur. On était 15 et c'était un Apple. C'était un Apple II. C'était un Apple II, quoi. Donc, et c'était déjà formidable. C'était avec un écran vert. Et ça, c'est génial. Hein. Bon. Et puis, ça me rappelle aussi que moi, je me souviens très bien de l'histoire de Bill Gates à l'époque. Alors, Apple II, c'est un peu avant 96. Hein. Oui, c'était pas à l'époque du journal. C'était au début d'Apple. Bien sûr. Mais je me souviens aussi que quand Bill Gates est allé voir les gens d'IBM qui avaient développé en clair un système d'exploitation, on lui avait dit, à l'époque, Big Blue avait dit, mais de toute façon, le PC, ça veut rien dire, ça ne sert à rien. Oui, tenez, prenez-le, on vous donne un pourcentage sur chaque vente. Ça aussi, je dirais, l'histoire a montré que M. Gates a quand même plutôt pas mal réussi avec les PME. Alors, moi, ce que ça me dit, c'est une chose très simple. Je pense qu'il faut être très humble. Et depuis un an, on n'a pas arrêté d'avoir des experts, des gens qui vous font des pronostics. Le monde de demain, le monde d'après-demain, le monde de ceci, le monde de cela. Moi, je pense qu'il faut être très très humble. Il n'y a rien de plus difficile que de prédire l'avenir. Que ça soit au niveau des entreprises, au niveau de la conjoncture, voire au niveau politique. Voilà ce que ça m'inspire. Et même les plus grands se trompent. C'est très bien, c'est une leçon pour nous tous. Vous êtes chef d'entreprise, je le disais, vous avez pas à la taille d'Apple, mais vous avez connu des hauts et des bas, forcément. J'ai misé, bien sûr, j'ai financé des programmes de développement produit, j'ai financé des développements commerciaux dans des pays, et on n'a pas eu les résultats escomptés. Mais ça s'appelle de la prise de risque. Et ça, c'est notre job. Donc là-dessus, par contre, est-ce que j'ai fait tapis et est-ce que j'ai parié l'avenir entier de l'entreprise sur un coup de dé? Ça, non. Est-ce que ça veut dire, tiens, ça me fait penser à la situation actuelle, il y a pas mal de critiques, voire de bashing sur certains groupes pharmaceutiques qui, à date,
à date, ne sont pas au taquet sur le vaccin contre la Covid-19, a fortiori le groupe pharmaceutique français numéro 1, Sanofi, qui a profité d'ailleurs pour publier des résultats records malgré ça. Est-ce que voilà, ça nous rappelle, si on essaie de se projeter aujourd'hui, il ne faut peut-être pas non plus crier haro sur les groupes qui ne sont pas forcément les premiers sur un vaccin. Voilà, et la course, elle est longue, quoi qu'il arrive, quel que soit le business. Complètement. Puis dans le cas bien précis, effectivement, de Sanofi et de cette thématique du vaccin, vous avez déjà l'aspect recherche qui est un risque inhérent, donc vous avez une complication qui est extrêmement importante. Et même si Sanofi n'a pas réussi dans la première étape, il y a de plus en plus de scientifiques qui nous disent, dans tous les cas, il faudra aussi prévoir probablement au moins des vaccins pour la fin d'année, du fait des mutations. Donc ça implique aussi que Sanofi peut se rattraper par la suite. Il faut... Je pense que le terme important, c'est être humble, effectivement. Ouais. Et encore plus dans ce domaine où les scientifiques, quand même, avancent à tâtons. Et je regarderais, moi, beaucoup plus, non pas l'échec, entre guillemets, de Sanofi, que le succès d'un nombre incroyable de grandes sociétés pharmaceutiques, mais aussi des petites sociétés, y compris en France, qui ont réussi à développer un vaccin en espace de temps record. Donc, faut voir, tout dépend ce qu'on regarde, mais Sanofi, ce n'est qu'un aspect à côté avec beaucoup de succès au niveau d'autres secteurs. Allez, en tout cas, ça rend optimiste et un vent d'optimisme va souffler encore plus fort sur cette émission avec notre premier débat.